Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. « 2025, année de la culture, une décision présidentielle hautement saluée par les acteurs de la culture qui estiment que cette décision doit permettre une renaissance culturelle au Mali. Vous verrez dès le début de ce journal un grand format dans lequel le monde de la culture se prononce sur cette décision du président de la transition. Et pour être tout à fait complet sur cette décision, nous recevons ce soir le ministre de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Mahmoud Daffé. Avec lui, il sera question de l'engagement des acteurs de la culture pour honorer cette décision. À Tombouctou, le chef d'état-major de la Garde nationale a transmis le message de soutien et d'encouragement à sa troupe avant de l'inviter à une bonne collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité pour élever les défis sécuritaires. Les obsèques de Bourema Alaï Touré, président du Conseil national de la société civile, ont eu lieu ce dimanche. Il nous a quittés hier samedi à l'âge de 68 ans. Voilà ce qui domine l'actualité de ce dimanche. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le temps de l'actualité sur ORTM1. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir, Madame. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Je vous reviens tout à l'heure. À l'ouverture de cette édition 2025 est décrétée l'année de la culture par le président de la transition. Une annonce saluée par les acteurs culturels et autres historiens. Ils estiment que cette décision est une volonté affichée des autorités de faire de la culture le levier du développement du Mali. 2025, année de la renaissance culturelle. Un dossier signé Bemba Sibi et Mbarakou Maïga. 2025, l'année de la renaissance culturelle. En tout cas, c'est ce qu'annonce le président de la transition lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2024. Conformément à ma vision de donner une culture de Malikoura à la jeunesse et à inculquer la valeur sociétale aux jeunes du Mali dans une dynamique de revitalisation culturelle de nos territoires, je décrète l'année 2025, l'année de la culture au Mali, toute chose qui participera à la renaissance culturelle de notre pays, avec nos valeurs cardinales de paix, de cohésion sociale et une promotion accrue des talents de nos artistes, avec une valorisation de notre patrimoine culturel commun. En tout cas, c'est ce que certains acteurs culturels concluent en analysant cette décision de faire de 2025 l'année de la culture au Mali. Elle participe pour beaucoup de la volonté de faire de la culture les poutres qui soutiennent le renouveau du Mali, autrement dit le Malikoura. Les armes seulement ne font pas la guerre. Il y a la philosophie de l'honneur, la philosophie de la patrie. La défense de la patrie est un devoir pour tous les Maliens, à commencer par les militaires. Le Grand Mali nous appartient tous. Et le Grand Mali a une histoire, le Grand Mali a une culture. Et c'est cette culture qu'il faut désormais véhiculer à la jeunesse. Et actuellement, on parle de quoi? On parle de souveraineté nationale. Les racines de la souveraineté, c'est dans la culture qu'on va donc les puiser. Donc pour nous, les acteurs culturels, c'est une renaissance qui a en vue.
Pour nous, c'est une renaissance, c'est donc un retour aux sources. On ne peut pas développer un pays sans son ADN. Et l'ADN d'un peuple est sa culture en fait. On a décidé justement qu'on va se développer de nous-mêmes. Et un peuple ne peut pas se développer de soi-même sans sa culture. Donc il a juste fait un rappel à la fois aux acteurs culturels et à la fois à tous les Maliens, même les différents départements culturels, ministériels en fait, de tenir compte de la culture, c'est-à-dire de la défense jusqu'à la pêche. Je crois que la renaissance culturelle amorcée permettrait de faire en sorte que les Maliens puissent comprendre que tous les problèmes que nous avons sont des problèmes culturels. Ce choix stratégique et même vital de reposer le processus de paix, de réconciliation et de développement sur nos valeurs socio-culturelles doit être sous-tendu par certaines mesures. Au Mali aujourd'hui, quel est le problème qu'on a? C'est le problème de la cohésion sociale, le problème de paix et tout ça. Et qu'est-ce qui va amener la cohésion sociale? C'est la paix. C'est les armes, bien sûr, qui peuvent calmer les ardeurs, les bandits. Mais ce qui fait asseoir la paix, c'est la culture, la connaissance de l'autre, respecter l'autre dans son être. Il faudrait faire en sorte que nous sortions de cette situation où nous sommes appelés, nous, acteurs culturels, à aller emprunter des armes chez nos adversaires pour nous battre. C'est-à-dire, la culture, durant ces 30-40 dernières années au Mali, est financée par la coopération décentralisée, les jumelages, la coopération bilatérale de pays à pays, la coopération internationale. Qu'est-ce qui reste maintenant? C'est un fonds pour soutenir les actions culturelles et aussi artistiques. Ça existe dans presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, excepté le Mali. Pour l'État, on pense que ça doit amener encore plus d'investissement, encore plus d'implication. La ville de Tombouctou, par exemple, c'est une ville qui tire l'essentiel de ses revenus, de sa croissance économique du tourisme. Ce que les touristes viennent voir, c'est donc la culture, c'est donc l'architecture. Au-delà du Mali, cette décision, conjuguée avec le contexte géopolitique de la région ouest africaine, conforte la pensée de certains de nos aînés. Le ministre Pascal Baba Koulibaly, paix à son âme, qui disait qu'il faut créer un événement fort pour barrer, pour gommer, voilà, c'est son terme, pour gommer les trois frontières, Mali, Burkina, Niger. Et nous sommes sur cette voie-là justement maintenant. La culture comme outil de renforcement du processus d'intégration au sein de la Confédération, en plus d'être le soubassement du développement socio-économique de nos États, la décision du président de la transition se justifie donc à plus d'un titre. Et justement, et nous vous l'annoncions au sommaire, nous recevons ce soir comme invité le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, un ministre tout content, tout joyeux, qui a toute une année à son honneur. Et oui, l'année 2025 a été décrétée année de la culture. Vous l'avez certainement entendu dans l'adresse du président de la transition pour le nouvel an. Une annonce très bien accueillie par le monde de la culture, surtout par le premier responsable de la culture. C'est pourquoi il a bien voulu répondre à notre invitation, le ministre en charge de la culture, Mahmoud Daffé. Monsieur le ministre, merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je le disais à l'instant, c'est un ministre de la Culture joyeux, très content, qui accueille bien cette nouvelle. Alors, dites-nous, monsieur le ministre, quelle a été votre première réaction après l'annonce du président de la transition? Merci beaucoup. En effet, cette décision du président de la transition, chef d'État, le général d'armée, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, à mon sens, consacre le rôle sacré, le rôle, l'axe central de la culture pour le développement socio-économique, mais aussi pour l'édification du Mali-Croix. En effet, ce décret, c'est le reflet d'une vision claire, mais d'un engagement profond pour faire de la culture, pour valoriser notre patrimoine culturel, matériel et immatériel, mais surtout placer la culture comme priorité nationale pendant toute une année. C'est tout simplement historique. Comme un levier. Comme un levier, c'est historique. Parce que de mémoire d'hommes, je crois qu'on a eu de belles histoires au Mali, on a eu des hommes très engagés dans la culture. Je pense que c'est le président Modibo Keïta qui disait qu'il n'y a pas de
de renaissance, il n'y a pas de souveraineté viable sans renaissance culturelle. Et je pense que depuis l'Empire du Ghana au IIIe siècle jusqu'à l'Empire manding, où on a parlé de Kouroukanfouka, aujourd'hui dédié toute une année à tout un secteur, mais au-delà du secteur, parce qu'aujourd'hui, c'est l'année de l'artisan malien, ce sera l'année de l'acteur du tourisme malien, ce sera l'année de l'homme de culture et de l'artiste, mais surtout, ce sera l'année des entrepreneurs, ce sera l'année de... Parce que la culture, elle est économique, la culture, elle est sociale. La culture agit doublement sur le développement. D'abord, un développement social, le développement social qui part des ressources de paix et de vivre ensemble, qui facilite la cohésion sociale. Donc, dans son discours, il a dit 2 ou 3 choses essentielles que je voudrais commenter un tout petit peu. Monsieur le ministre. Il a parlé de valeurs cardinales de paix et de cohésion sociale du Mali. Donc, c'est pour nous inviter, c'est une invite du président de la République pendant toute l'année, tout au long de l'année, de célébrer cette diversité-là, de faire en sorte que nous amorçons le retour définitif en inculquant les valeurs sociétales à la jeunesse. Parce qu'il a parlé de donner une culture de Mali-Croix au Mali d'Incroix. Parce que pour aller à l'état de Mali-Croix, il faut le Mali d'Incroix. Et pour le Mali d'Incroix, il faut cette culture de Mali-Croix. La vision, la volonté du président avec cette année, c'est de créer des conditions optimales pour que nous puissions aller. Il a aussi parlé de quelque chose qui est essentiel. Il a parlé de promotion accrue des talents. Ça veut dire que nous allons avoir une année avec une floraison des talents du Mali au niveau de tous les secteurs concernés. Parce que tout simplement, ça va signer, ce décret va signer le retour du Mali sur la scène culturelle mondiale. Sur la scène culturelle du tourisme, des tours opérateurs. Parce que tout simplement, c'est une volonté politique. Aujourd'hui, nous avons un océan d'opportunités en tant que département, mais en tant qu'acteur culturel et artiste, pour construire l'en commun à travers toutes ces valeurs-là. Donc, je suis très heureux et c'est le lieu de remercier le président, mais aussi c'est vraiment, ça reflète l'engagement des plus hautes autorités de vraiment faire du Mali, d'amorcer cette renaissance culturelle qui est nécessaire, parce que si vous rentrez, l'histoire nous enseigne que dans tous les pays du monde, en tout cas dans la Chine, un peu partout, que après des incompréhensions, après des discussions entre les peuples, il y a eu toujours cette renaissance culturelle qui a permis de penser les choses, qui a libéré les esprits, parce qu'on ne peut pas se développer économiquement sans se libérer culturellement. Exactement. Alors ce décret va libérer l'homme malien, va participer à former l'individu malien, à construire le Mali d'Incroix, et je pense qu'aujourd'hui c'est une invite à l'ensemble des acteurs culturels, des artistes, à s'approprier. On m'a demandé si on va financer des projets des acteurs, des artistes. Non, justement. Chaque département, chaque acteur doit construire, à partir de cette vision du chef de l'État, doit construire sa volonté. Qu'est-ce qu'il fera de l'année? Quel contenu il va donner? Le contenu nous est propre. Les autorités ont fait leur travail. C'est à nous, acteurs, de donner un contenu. Parce que comment booster nos activités? Aujourd'hui, nous devons travailler sur la professionnalisation des acteurs culturels, sur la professionnalisation de nos artistes. Parce que vous savez, l'économie de la culture aujourd'hui, le deuxième levier sur lequel la culture agit sur le développement, justement, c'est l'économie de la culture. Et aujourd'hui, nous avons plus de 30 millions d'emplois dans le monde. Nous avons la culture, c'est 3% du PIB mondial. Et les études au Mali ont prouvé que l'impact de l'économie de la culture est quelquefois beaucoup plus importante que beaucoup d'autres industries, beaucoup d'autres secteurs. Je crois que les statistiques sont là. C'est juste pour dire que nous allons fouiller tout ça, parce que travailler avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir construire. Parce que la culture est un élément moteur qui permet d'affirmer les identités de nos peuples, qui renforce la cohésion sociale et qui permet, qui augmente, qui contribue à l'augmentation de l'économie créative. Donc nous allons avoir d'un côté la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Et de l'autre côté, nous allons avoir une économie florissante avec des entreprises basées sur le patrimoine, parce que notre patrimoine est un gisement culturel que le président nous invite à exploiter avec de la technologie et avec de l'innovation. Tout à fait, monsieur le ministre. Donc, année 2025, année de la culture, année de tous les Maliens. Alors, une très grande responsabilité. Absolument. Monsieur le ministre, comment allez-vous concrétiser cette nouvelle présidentielle? Je pense que le président a posé l'acte 1
Nous avons, depuis 1 mois et demi, nous avons commencé à travailler sur les états généraux de la culture. Donc l'acte 1 va constituer à ouvrir un débat national sur la culture, sur le tourisme et sur l'artisanat. Et parce que tout simplement, nous avons besoin de doter notre pays de politiques culturelles, d'une nouvelle politique culturelle qui va fixer un cap et une cohérence, mettre en cohérence toute l'action et toute cette vision avec des actions dans les différents domaines, que ce soit l'artisanat et le tourisme. Parce que quand on parle de culture, je voudrais que mes collègues, les acteurs du secteur comprennent qu'il s'agit de la culture avec grand C. Ça veut dire qu'il y a l'artisanat dedans, il y a le tourisme dedans, il y a l'hôtellerie dedans, mais il y a beaucoup plus que dedans, parce que je vous parle de développement social. Parce que tout ce que nous faisons sur cette terre-là, c'est pour un bien-être social. Et c'est la culture qui nous donne ce sentiment-là. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est une invite à l'ensemble de la population de revenir sur nos fondamentaux, sur nos dambés. Et ces états généraux vont nous permettre de se retrouver et vont permettre de construire ensemble cette vision, de donner un contenu à cette vision du président de la République pour vraiment nous permettre d'aller de l'avant avec des actions fortes, mais surtout qui va permettre à nos territoires. Il a parlé de revitalisation culturelle des territoires. C'est une première parce que vous savez très bien qu'il y a un développement déséquilibré des territoires. Et aujourd'hui, cette vision va nous permettre de travailler dans toutes les régions du Mali, à développer des industries culturelles sur le patrimoine, à travailler, à valoriser sur les pratiques culturelles, à les mettre en valeur parce que nous avons un patrimoine culturel immatériel immense, un réservoir inépuisable. Le président nous invite à l'ensemble de la jeunesse parce que aussi ce qui est important, c'est de comprendre que cet invite, c'est aussi l'invite de la jeunesse malienne. Et quand on invite la jeunesse, parce que quand on parle de Mali d'Incroix, on parle de la jeunesse. On parle de la jeunesse qui doit s'approprier de ces valeurs sociétales-là. Mais aussi on parle des femmes. Parce que tout simplement aujourd'hui, la culture, le fait de sentir notre goût, notre orientation premier dans la vie, c'est nos moments qui nous donnent. Je pense qu'on va en parler. Donc, 2025 année de la culture, une belle coïncidence avec la Biennale artistique et culturelle qui est prévue cette année à Tombouctou. À part la Biennale, avez-vous d'autres programmes pour magnifier la culture malienne cette année? Je pense que ça va être une année époustouflante. C'est-à-dire que la créativité va exploser dans nos cités, dans nos territoires. Cette année, nous allons travailler avec l'ensemble des acteurs pour faire en sorte que, bien sûr, la Biennale va être un point important, mais nous allons retravailler sur, par exemple, le triangle de Balafon, nous allons retravailler sur l'ensemble, mais nous allons surtout travailler sur l'image de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous allons raconter notre histoire. Ce changement de paradigme va être un élément de la dorsale de notre démarche. C'est-à-dire pour montrer, parce qu'aujourd'hui nous avons toujours dit en tant qu'acteurs que le Mali, la culture, mais nous allons la célébrer de cette façon. Donc le président nous invite et donc nous allons le matérialiser dans toutes les régions du Mali. Et à Bamako, nous allons avoir une industrialisation de la culture en exponentielle. Nous allons avoir des plateaux techniques de très haut niveau, parce que on parle de culture, on parle de technologie, on parle d'innovation. Je pense que au niveau du département, nous travaillons sur des idées comme ça, mais c'est ensemble. Mais c'est tout ce qui est important, c'est que chaque acteur, chaque artiste, chaque homme de culture, chaque artisan, parce que l'artisanat, c'est 40% de la population active du Mali. C'est-à-dire que chaque artisan doit développer sa petite industrie locale et comment travailler sur nos musées aujourd'hui, qui ne connaissent pas notre histoire depuis Kouroukanfouka, qui ne connaît pas. Donc c'est pour magnifier. Donc vous allez valoriser tout ça. Nous allons valoriser, non, au-delà de la valorisation, nous allons d'abord la mettre en lumière et nous allons la promouvoir et quelquefois nous allons la monétiser. Et tout ceci pour le bonheur de notre population. Parce qu'il est impératif aujourd'hui que nous créions des conditions optimales pour qu'il y ait... Parce que l'entrepreneuriat culturel, l'entreprise culturelle est l'une des entreprises les plus productives aujourd'hui dans le monde. Et or, le fondement, la matière première de l'entreprise culturelle, c'est le patrimoine, c'est l'imaginaire de nos artistes. Vous savez, le Mali regorge de talents extraordinaires. Nous allons faire appel à l'imaginaire et à la créativité de nos artistes qui vont nous transporter et qui vont ouvrir le champ des possibilités et qui vont permettre de porter avec des entreprises dynamiques. Parce que je vous parle d'économie. Je ne suis pas là pour vous parler seulement qu'on va valoriser le patrimoine. Oui, parce que le patrimoine aujourd'hui, c'est une industrie. Et nous avons des industriels de la culture. Et c'est un appel. Et j'invite en tant que ministre de la Culture et de l'Artisanat et du Tourisme
à l'ensemble des secteurs de faire en sorte que cette année qui est la nôtre, cette année dont on vient d'être gratifié par le président de la République, est extrêmement important aujourd'hui. C'est une première, c'est historique, c'est aujourd'hui, les champs des possibilités sont là. C'est à chacun de concevoir. Nous allons faire en sorte que nous allons avoir des plateaux techniques les mieux vus dans notre sous-région. Nous allons avoir la lumière. Ça va être spectaculaire. Un programme très enrichi. Toute une année pour la culture, monsieur le ministre. Et cela demande des coûts. Est-ce que vous avez un budget spécial pour concrétiser cette initiative présidentielle? Mais vous savez, je vous parle d'entreprise culturelle, je vous parle d'entrepreneuriat. Parce que il ne faut pas se leurrer. Parce qu'aujourd'hui, l'action culturelle, la gouvernance de la culture, c'est d'abord les acteurs culturels. Le département de la culture, c'est la législation. C'est créer des conditions optimales pour que tout le monde travaille en bonne intelligence. Mais il faudrait que les artistes, les hommes de talent, les créateurs prennent leurs responsabilités pour créer, parce que c'est une entreprise dynamique qui peut nourrir son homme. Nous avons des grands entrepreneurs, des grands industries de la culture au Mali. Nous avons des artistes qui font partie des plus grands artistes du continent, qui sont connus. Nous allons mettre tout ça ensemble pour créer l'argent. Quand on a le mindset entrepreneurial, je pense qu'on sait où trouver de l'argent. Ouais, et surtout que le pays en a besoin, parce que nous pensons que la culture va être dans cette année, le couronnement est levier essentiel pour amorcer une nouvelle dynamique, l'espérance et de l'espoir pour nos populations. Parce que moi, je pense que c'est de cela qu'il s'agit. C'est aussi, aujourd'hui, avec les connaisseurs du secteur, faire en sorte que nous puissions exploiter ces gisements culturels et faire en sorte que l'homme malien, l'artiste malien, retrouve toute sa dignité. Et le tourisme revient avec le tour opérateur. Et je pense que vous parlez de Tombouctou tout à l'heure. Alors, avant de continuer, monsieur le ministre, avec les questions, je vous invite à suivre ce reportage. Les grands rendez-vous culturels ont été respectés en 2024 et de nouvelles initiatives ont vu le jour. La dynamique cadre avec les visions de l'AES, le changement à la tête du département, l'arrivée des premiers touristes occidentaux à Tombouctou, les succès de nos artisans hors du pays. Bref, les mots qui caractérisent l'année 2024 s'appellent résilience, créativité et compétitivité. Retour sur les temps forts des activités culturelles, artisanales et touristiques en 2024 avec Cheikh Oumar Sangari. « 2024 qui s'achève confirme une fois de plus la capacité de résilience de la culture en toutes circonstances, mais aussi et surtout l'intérêt que la transition accorde au secteur. Le fait le plus marquant est la nomination de M. Mahmoud Daffé comme chef du département à la grande satisfaction des acteurs culturels. Globalement, 2024 a été riche en activités. Ainsi, après le succès de la reprise de la biennale artistique et culturelle à Mopti l'année passée, la Venise malienne a passé les témoins à la cité des 333 saints le 4 août 2024. C'est là, à travers la remise du fanion et l'arrivée de la mascotte à Tombouctou en vue de l'organisation de la biennale 2025. Celle qui se tiendra dans une ville où tout est culture et religion. Dans le même registre de sauvegarde du patrimoine, on note la célébration mi-octobre des Journées nationales du patrimoine culturel pour la première fois à Djenné. Objectif, répondre à l'agression répétée du patrimoine culturel dans cette cité classée patrimoine mondial. Cela sous le thème rôle et responsabilité des communautés et des collectivités territoriales dans la préservation et la gestion du patrimoine culturel. J'engage les autorités administratives, politiques, les autorités et légitimes traditionnelles et coutumières et les communautés soucieuses du devenir de la cité millénaire à protéger et à conserver le bien ville ancienne de Djenné afin de le retirer de la liste du patrimoine mondial en péril. Et oui, pour les autorités de la transition, il faut sauvegarder le patrimoine matériel et s'inspirer de l'immatériel pour former un nouveau type de Malien, Mali Denkoura, en vue des nouveaux Mali, Malikoura. C'est ce qui explique la tenue le 11 novembre de la Journée nationale des légitimités traditionnelles sous le thème « Rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles ».
2024 fut très symbolique dans la valorisation de nos langues ici et au-delà de nos frontières. En témoigne la première journée internationale de la langue soninké célébrée le 25 septembre. Ainsi, le soninké, notre maracacan, devient la deuxième langue africaine après les Kiswahili à obtenir une telle reconnaissance internationale sous l'égide de l'UNESCO. Courant 2024, Bamako a réaffirmé sa place de capitale de la photographie à travers la 14e édition des rencontres de Bamako sous le thème Kouma, la parole à la photo. Côté artisanat, le Mali a fait une participation honorable et remarquable au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou en tant que pays invité spécial et avec à la clé le Grand Prix du Faso, meilleur stand pays et le 3e prix de la créativité. Au Niger également, au Salon international de l'artisanat pour femmes SAFEM, le Mali est revenu avec le 3e prix stand pays. Au niveau national, l'on retient surtout la tenue de la première édition de la Semaine internationale de l'artisanat Touareg SIAT. En 2024, des décrets retiennent les attentions. Le premier, pris le 1er novembre 2024, désigne 26 artistes et hommes de lettres comme premiers bénéficiaires de la médaille du mérite des arts et de la culture. Et le deuxième porte sur la dénomination d'une trentaine de voies, places et établissements publics dans le district de Bamako. Le baptême symbolique fut présidé le mardi 24 décembre par le Premier ministre chef du gouvernement avec à ses côtés le ministre en charge de la culture à la place AES, désormais ex-place CEDEAO. Le ton des activités culturelles en 2024 fut donné par les festivals. Ainsi, le festival sur le Niger s'est tenu dans la ferveur des célébrations de ses 20 ans dans la cité de Balanzan. Juste avant, le festival culturel Ogobanya maintenait sa dynamique à la place du cinquantenaire. Tout au long de l'année, les festivals se sont déroulés un peu partout au Mali avec un cachet de souveraineté à l'image de la 5e édition des Journées textiles du Mali, Mali Finou, qui a porté le choix sur M. Dahagnas, directeur national de l'artisanat, comme champion Mali Finou de l'année. Le coup de poker en 2024 fut à coup sûr le retour des touristes occidentaux à Tombouctou et à l'occasion de la 9e édition du festival du Vivre Ensemble. Un vent d'espoir qui donne le sourire au nouveau ministre en charge du tourisme. Nous pouvons dire aujourd'hui, sans se tromper, Tombouctou is back. Tombouctou est de retour, la Renaissance est de retour. Et oui, l'espoir renaît pour le Mali dans une dynamique confédérale, ce qui explique la présence des autorités du Burkina Faso et du Niger dans plusieurs rencontres culturelles comme ici au CICB entre les 12 et les 14 décembre pour harmoniser les politiques et actions culturelles au sein de l'AES. À travers cette politique, nous allons avoir l'art comme outil de diplomatie, outil d'influence, mais surtout de promotion de nos États du Sahel. En termes de perspective, le ciel est dégagé et le nouveau chef d'orchestre du département annonce un diagnostic sans complaisance à travers les états généraux de la culture qui doivent se tenir courant janvier 2025. Alors, je me tourne vers notre invité, Monsieur le ministre. 2024 a été une année culturellement riche. Et ce qu'on peut retenir, c'est bien le retour de certains touristes au Mali avec la 5e édition du festival Vivre Ensemble à Tombouctou, un fait qui vous a certainement marqué, Monsieur le ministre. Absolument, absolument. Quand je vois ce passage-là, je me dis que nous devons nous reconstruire sur la base de nos identités. Voyez-vous? Et nous devons... L'identité, c'est comme un logiciel d'un peuple. Nous devons la façonner nous-mêmes. Donc c'est pour dire que travailler sur la promotion du PCI, des patrimoines culturels immatériels, c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, c'est le lieu de saluer les organisateurs du festival à Tombouctou. Nous avons été heureux, c'était un bonheur de retrouver quelques groupes de touristes. Vous savez, notre pays, et les touristes viennent pour 2 heures pour partir. Le fait que la sécurité revient, et c'est le lieu aussi, parce que j'ai passé quelques jours avec les autorités à Tombouctou. Nous avons vu que Tombouctou est devenu cette ville paisible, comme dans le passé. Et donc les touristes ont fait passer des messages. Et aujourd'hui, le tourisme mondial est en ébullition, parce qu'ils pensent aujourd'hui, on a eu beaucoup d'interviews, que le tourisme du Mali est de retour. Et donc nous avons déjà
des centaines d'annonces pour les événements à venir. C'est pour dire tout simplement que l'année s'annonce une année avec une saison touristique, avec le retour, parce que il faut mettre tout le monde au travail. Donc c'est un bonheur pour le responsable du département de la culture que je suis de voir tout ça. Et je pense que nous allons avoir une année, nous allons célébrer la créativité, nous allons célébrer les talents du Mali, nous allons faire en sorte que... C'est surtout notre responsabilité qui est engagée aujourd'hui. La responsabilité du soutien de l'acteur culturel, de l'acteur du tourisme, pour qu'on puisse continuer à porter très haut. Donc véritablement, c'était un bonheur de se retrouver au milieu de tous ces touristes-là. Et je pense que ça a amorcé parce que, comme notre pays, Tombouctou l'a mystérieux, tout le monde savait que Tombouctou, au XIVe siècle, avec l'apogée de l'Empire Songhai, Tombouctou était dirigeait le Niger avec Soni Alibert. Donc aujourd'hui, c'était l'âge d'or de Tombouctou, le XIVe siècle. Et je pense, sans me tromper, que nous avons vu à Tombouctou les signes de cet âge d'or-là qui revient. Parce que vu l'engouement, vu les inscriptions, et aussi parce que notre pays n'a pas cessé de porter, d'attirer, d'avoir cette influence millénaire à travers sa culture. Et je pense que il faut qu'on attache très bien les ceintures. Je crois que, voilà. Tout à fait. 2025, année de la culture. Un dernier message, monsieur le ministre, aux acteurs de la culture. Alors, les acteurs de la culture, je voudrais les inviter pour dire que cette année, c'est leur année. Et moi, j'ai été acteur culturel, je sais ce que ça vaut, une telle portée, une telle vision. Donc, c'est pour les inviter à se prendre en charge, les inviter à créer, à se professionnaliser. Aujourd'hui, nous avons un océan d'opportunités. Comme on dit, le ciel sera notre limite. Et pour dire tout simplement que le département, à travers ces débats que nous allons ouvrir, nous allons nous retrouver pendant 3 jours au CICB à partir du jeudi. Et donc, pour les États généraux de la culture, les débats seront très ouverts, inclusifs, et vont permettre de trouver un corps qu'on va donner à cette année culturelle. Donc, je les souhaite tout simplement une bonne année culturelle, une bonne et extraordinaire année culturelle. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour votre intervention sur ce plateau. Voilà, donc nous étions avec Mahmoud Daffé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Avec lui, il a été question de la décision présidentielle qui décrète l'année 2025, l'année de la culture. Suite de ce journal, Tombouctou a également accueilli la délégation du chef d'état-major de la Garde nationale. Il a eu des échanges avec les autorités régionales de Tombouctou et Taoudéni. À sa troupe, il a transmis le message des autorités militaires, à savoir la vigilance et la collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité pour la défense du territoire national. Compte rendu, Idrissa Goulou Sissoko. Le chef d'état-major de la Garde nationale en visite à Tombouctou a tout d'abord rendu des visites de courtoisie, notamment au gouverneur de la région de Taoudéni, ensuite à celui de la région de Tombouctou où il a eu des échanges avec les autorités régionales et les préfets des cercles. L'étape suivante a été des rencontres avec les gardes de la 6e région, les anciens combattants et les femmes du camp de garde. Moi et mes hommes sommes très contents de la visite du chef d'état-major au sein de la 6e région garde de Tombouctou. D'ailleurs, cette joie s'est manifestée pendant la rencontre des troupes avec le chef d'état-major, la forte mobilisation des épouses des gardes et surtout pendant les vœux de prière formulés par les anciens gardes à l'endroit des plus hautes autorités de notre pays. Et je profite également pour souhaiter mes vœux de bonnes et heureuses années au chef d'état-major de la Garde nationale et au nom de tout le personnel de la région garde de Tombouctou. À l'issue de ces échanges fructueux, le chef d'état-major de la Garde nationale se dit très satisfait et appelle les éléments à plus de vigilance pour l'atteinte des objectifs assignés par la haute hiérarchie militaire. Le bilan est vraiment très très satisfaisant parce que les objectifs assignés par les plus hautes autorités militaires était de venir rehausser le moral des hommes et surtout les réassurer que le combat que nous menons est noble, assurer les va-et-vient aussi des populations. Ce qui a été le cas, nous n'avons pas enregistré d'incidents majeurs dans la région et de façon générale aussi, nous n'avons pas enregistré d'incidents majeurs sur l'ensemble du territoire malien. Et les hommes sont très dévoués, j'ai trouvé le commandement sur place
qui est également dévoué et qui fait tout pour que la troupe puisse être à hauteur des enjeux, ce qui est vraiment très réconfortant. L'espoir d'une paix et le retour de la sécurité sont permis pour cette année 2025, a laissé entendre l'officier supérieur. Pour les populations, c'est de leur dire que nous sommes là, nous avons décidé d'être là pour eux et nous sommes prêts à payer le prix fort, comme en atteste la mission que nous venons d'exécuter dans le secteur de Ber. Tous les moyens étaient mis en œuvre dans la région de façon générale et sur l'ensemble du territoire pour que les populations puissent vraiment vaguer librement leurs occupations et connaître le nouvel an avec beaucoup plus de quiétude. Je puis les rassurer, conformément aux directives opérationnelles et la vision stratégique du chef d'état-major général des armées, que 2025 sera meilleur à 2024 par rapport à tout ce qui est prévu comme planification opérationnelle. Enfin, il a rendu visite aux notabilités religieuses où des bénédictions ont été formulées pour la paix et la cohésion sociale pour notre pays. Voilà ce communiqué qui vient de nous parvenir. Le réseau KIA des organisations culturelles du Mali, la Fédération des artistes du Mali, l'Union des associations des artistes producteurs et éditeurs du Mali et l'Alliance des journalistes pour le développement de la culture saluent la décision du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, de décréter l'année 2025 année de la culture au Mali. Les fêtières de la culture invitent les acteurs culturels et artistes à se donner la main pour relever les défis. À Bougouni, le ministre de la Jeunesse et des Sports vient de procéder au lancement des activités de la lutte contre la consommation de drogue et des substances psychoactives par les jeunes. Au RTM Bougouni, Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayoko. Stop à la drogue, une lutte commune pour une jeunesse épanouie. Voilà tout le sens d'une mission que le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, entend désormais accomplir. Cette lutte intervient au moment où la consommation des drogues et des substances psychoactives par les jeunes prend une ampleur importante. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la sensibilisation sur les effets néfastes de la consommation de la drogue chez les jeunes. Comment c'est venu? C'est venu d'un constat. C'était un constat qui s'est déroulé lors d'un conseil des ministres. Le président de la transition, après un concours de recrutement dans le cadre des forces d'armée et de sécurité, a passé un message en nous disant que les statistiques étaient très alarmantes. Il y avait 5000 jeunes qu'il fallait recruter. Et ces 5000 jeunes qu'il fallait recruter, 2000 dossiers ont été rejetés parce que dans ces 2000 dossiers, c'était des cas où il y avait des traces de drogue dans leur sang. Et malheureusement, lorsque vous prenez 5000 dossiers et que vous enlevez 2000 dossiers, vous êtes presque à 50%. Donc il a dit de tirer, que c'est vraiment une sonnette d'alarme. Pour lutter efficacement contre ces fléaux, le département a mis en place une commission. Son rôle essentiel est de mobiliser la jeunesse et les populations maliennes autour des activités de la campagne de sensibilisation sur les effets néfastes de la consommation des drogues et des substances psychoactives. Nous avons voulu que ce soit une commission qui regroupe tout le monde. Et ça va nous faciliter la tâche parce qu'il nous faut avoir des réponses globales, concertées. Et dans le cadre de la commission, c'est un peu ça l'idée. Nous, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est d'abord d'attirer l'attention de la jeunesse. Nous, ce qu'on nous a remonté par rapport à l'usage de la drogue, c'est que les jeunes le prennent pour oublier leurs soucis. Je ne connais pas de drogue qui vous permette de faire disparaître votre souci. Ça n'existe pas. Les autorités de la région de Bougouni, à l'issue du lancement des activités de cette lutte implacable contre la consommation des drogues et les substances psychoactives par les jeunes, ont promis de joindre leurs forces à celles du ministre Fomba pour l'atteinte des objectifs. Nous restons dans la région de Bougouni, où une mission du ministère de l'Environnement s'est rendue à Dinso, dans la commune de Koussa, dans la mine de la société CMC qui détient un permis environnemental, mais une partie de la population s'oppose à l'installation de la dite société dans la localité. Les explications de nos envoyés spéciaux à Luceni Touré et Sambou Diakité. C'est en compagnie du maire de la commune de Koussa que la délégation s'est rendue sur les deux sites pour constater le saccage des installations. Les détails sont fournis par le maire de la commune. Il y a eu une concertation publique et presque tous les villages étaient présents. Tous les chefs de village étaient presque présents. Bon, à l'unanimité, ils ont accepté la mine. Donc pratiquement, c'est l'autre jour que
Et les partenaires ont voulu démarrer les travaux et qu'il y a eu des personnes qui, c'est pas peut-être des mécontents, peut-être pratiquement qui n'ont pas adhéré peut-être. Alors, et qui a causé ces désagréments. Il est détenteur du permis d'exploitation légalement signé par le ministre. La délégation a pris bonne note de la situation et se propose de l'étudier pour en tirer les conséquences qui s'imposent. C'est une société qui a obtenu un permis d'exploitation avec un permis environnemental en bonne et due forme. Mais malheureusement, ces permis, que ce soit le permis d'exploitation ou le permis environnemental, il y a des exigences, il y a des dates limites de péremption des 10 permis. Alors, la société a mis du temps à commencer les travaux. Et c'est ce qui a fait qu'au moment où elle s'apprêtait à réaliser les activités, ça s'est trouvé déjà que le permis était déjà périmé. Ce qui est sûr, le permis, il n'est plus valable. Le promoteur, s'il veut continuer l'activité, est tenu de reprendre les études d'impact environnemental. Et je suis qu'en reprenant ce processus, on va reprendre les consultations publiques. Donc peut-être à ce niveau, les populations pourraient manifester d'autres intérêts auxquels le promoteur est tenu d'accepter ou de s'engager pour pouvoir mener son activité. Dans les jours à venir, la société exploitatrice devra renouer avec les services compétents, histoire de redresser les choses. Voilà, vous l'avez certainement corrigé chez vous, c'est plutôt dans la région de Koutiala que la mission du ministère de l'Environnement s'est rendue. À Gao, rencontre intercommunautaire parrainée par le ministre en charge de la réconciliation, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé. Il s'agit pour les organisateurs de prôner la cohésion pacifique entre les communautés, l'implication des légitimités traditionnelles dans la gestion des conflits intercommunautaires. Reportage Agali Aguissa et Alassane Hamadou. La salle de conférence du gouvernorat de Gao, lieu de cette rencontre intercommunautaire, a refusé du monde. Une rencontre à travers laquelle les communautés Kel Souk et alliés contribuent à la cohésion sociale et au vivre ensemble. La communauté Kel Souk estime que pour consolider les efforts et sacrifices consentis par les hautes autorités sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, et chef de l'État, chaque communauté et chaque citoyen doivent apporter leur pierre à l'édifice pour construire un Mali courant, un Mali nouveau. Dans son discours de bienvenue, le coordinateur de la tribu Kel Souk, Oufan, a salué la cohabitation pacifique entre les différentes communautés depuis des siècles. Un voisinage exemplaire empreint d'hospitalité et de paix, confirmé par les représentants des autres communautés qui se sont succédés au pupitre. Nous nous félicitons de cette belle initiative des responsables de la paisible communauté Kel Souk et les communautés alliées, toutes éprises de paix et de justice, de se retrouver aujourd'hui pour d'une part manifester solennellement leur soutien entier et total à la transition malienne sous l'égide du général d'armée Assimi Goïta et d'autre part sensibiliser les communautés pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, pour la vulgarisation et la redéfinition des valeurs sociétales traditionnelles qui ont toujours régi les relations sociales, c'est-à-dire le respect mutuel, la solidarité, la gestion concertée des problèmes et différents, etc. Les jours à venir, vous pouvez attendre à l'implication de la communauté Kel Souk sur tous les fronts de la paix. Les activités que nous allons mener, c'est dans la sensibilisation, dans l'éducation, le conseil aux autorités traditionnelles et à l'État. Les échanges axés sur la réconciliation et la cohésion entre les communautés du Mali ont été appréciés par le directeur du cabinet du gouverneur de Gao au nom du parrain de l'événement. Il s'est agi pour vous, au regard des différentes interventions, de soutenir sans réserve la transition face aux différents complots contre notre pays et l'ensemble des pays de l'AES. Lors du jour de cette rencontre, cadre parfaitement avec les objectifs du ministère de la Réconciliation
national de la paix et de la cohésion sociale. La rencontre, qui avait commencé par une lecture du Coran, a pris fin par une remise de cadeaux, dont un tableau et un sabre pour le ministre en charge de la réconciliation, le général du corps d'armée Ismaël Ouagé, parrain de cette rencontre intercommunautaire. AIS Actualité au pays des hommes intègre, plus précisément à Dori. Nous partons ce soir à la rencontre d'un réfugié malien, Diko Assimilaire, c'est son nom, et son histoire est un cas d'école de déplacés vulnérables à tuteur d'autres PDI. Il montre aujourd'hui que l'hospitalité et la solidarité qui caractérisent nos sociétés sont un atout majeur pour se reconstruire. La résilience de Diko Assimilaire avec Jérôme Tindano. Il est l'un des tout premiers réfugiés maliens à trouver refuge au Burkina Faso en 2012, arrivant les mains vides. Assimi Diko, originaire de Tombouctou, est d'abord reçu à Mentao dans le Soum. Transféré au site de Goudébou, il entre à Dori en 2021 et s'installe ici dans le quartier Petit Paris de la cité de Lubtako. Grâce au soutien du gouvernement burkinabé et de ses partenaires, Assimi Diko va progressivement reconstituer son cheptel. Il y a un partenaire qui travaille avec HR. Il m'a donné une AGR de 400 000. Et ici a donné mon femme 160 000. On a groupé ça. J'ai commencé à payer une bœuf, deux bœufs, un peu. Je prends un crédit aussi. Je paye un peu. Moi-même, où je suis là, aujourd'hui, vraiment, je suis un réfugié. Mais il y a des coins des villages que j'ai négocié pour mon population de réfugiés. Ils travaillent dedans même aujourd'hui. Vraiment, ici aujourd'hui, on sent bien, alhamdoulilah, s'il y a la paix, si ça continue comme ça, vraiment on est trop content. Il n'y a pas de problème ici à Burkina aujourd'hui. Assimi Diko doit son succès à sa parfaite connaissance des espèces animales. Sa stratégie, sélectionner des sujets chétifs et investir dans leur alimentation. Parfaitement intégré, il partage son savoir-faire avec ses voisins. Je cherche une vache qui est laide. Si c'est 3 bœufs ou bien 4 bœufs, je peux voir 3 olafis, 4 olafis. Je peux voir 4 000 par jour. La nuit, 4 000. Il y a des fois, c'est 3 000. Nous-mêmes, on boit dedans. Bon, avec ça, 8 000 francs ou bien 9 000 par jour. On nourrit les bœufs, on mange dedans aussi. Après, on les vend, on paye les autres. Bon, je suis dans ça. Mais comme le voisin Assimi aussi est venu, bon, moi aussi j'ai trouvé que ce sont des moyens. Bon, on est ensemble, on est soudés, on fait tout ensemble. Bon, depuis qu'elle est venue, on n'a pas eu de problème. Si ce n'est pas de rire, de manger ensemble, de nourrir ensemble, vivre ensemble, bon, on est devenu la famille. Bon, même ce vase-là, c'est lui qui est parti au marché, il s'est amené. Bon, et puis moi aussi j'ai retiré dans sa main. Bon, c'est ça que si on n'est pas ensemble, je ne peux pas retirer quelque chose dans sa main. Désormais fournisseur de référence en lait frais de vache, Assimi Diko salue l'avènement de l'AIS porté par des dirigeants visionnaires et pragmatiques qui l'appellent à soutenir. On est trop content. AIS même, depuis AIS même n'est pas fait Burkina, Mali, Niger là, c'est la même chose. Qui vient à Dori, il y a Omboride. Ombori qui est au Mali, là, il y a son quartier ici. Burkina, Mali, Niger. Ça, c'est même papa. Tu viens ici, il y a ton famille à Ouagadougou, tu vas aller à Mali, il y a des familles là-bas. Tu viens à Niger, il n'y a pas de différence entre le Mali et le Burkina. AIS là même est venu trouver AIS là. S'il va renforcer, ça, on est trop content. Les autorités qui sont là au Mali et au Burkina, on est content pour eux vraiment. Assimi Diko exhorte les peuples de l'AES à unir leurs efforts pour garantir la mise en œuvre effective du programme de développement intégré de la Confédération. Aux personnes déplacées, il appelle à transformer les aides reçues en fonds de roulement pour se réinventer en attendant des jours meilleurs.
AES est venu trouver AES, parole de Assimi Diko au Niger. Voyons le bulletin qui évoque les interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 2 au 4 janvier 2025. Jocelyne Amoussou. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, les opérations de contrôle de zone menées par nos forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'opération NIA contribuent à maintenir une situation sécuritaire relativement stable. Au cours des dernières 72 heures, ces efforts ont produit des résultats significatifs. Lors d'une patrouille de routine aux abords de Garbounia, une unité en mission a interpellé 3 individus soupçonnés d'activités terroristes. Ces derniers étaient en possession de matériel utilisé pour la fabrication de mines artisanales. Par ailleurs, la vigilance constante de nos forces a permis la détection et la neutralisation de 3 engins explosifs improvisés dans les environs d'Ouro-Dialadjo le 2 janvier et 3 janvier 2025. Ces engins explosifs improvisés, équipés de plaques à pression et dissimulés dans des bidons, ont été balisés avec le concours des populations environnantes avant d'être détruites en toute sécurité. Dans la région d'Agadez, le mercredi 1er janvier 2025, 770 migrants nigériens refoulés de Libye ont regagné le territoire national après avoir quitté le centre de rétention administrative de Katroun. Cette opération d'expulsion, initiée par les autorités libyennes, a été encadrée par une escorte jusqu'à la localité de Dirkou, via Amadama. Dans la région de Difa, à l'est du pays, une opération conduite cette semaine dans le périmètre de Tchanchandi a permis l'arrestation de membres actifs de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Le suspect était en possession d'une arme AK-47 équipée d'un chargeur chargé. Dans la région de Niamey, dans le cadre de l'opération Inchinkasa, les forces déployées sur le plateau de Yawari ont intercepté jeudi dernier 3 motos neuves transportant 6 individus. La destination des motos, une zone interdite à la circulation des motos, a révélé que ces engins étaient destinés à être livrés à des groupes criminels. Voilà, nous refermons la page AES Actualité pour se rendre à Caille. Une vingtaine d'hommes de médias viennent de bénéficier d'une formation sur le journalisme sensible au conflit. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la 2e édition du festival Caille Koumbe organisé par le mouvement Ambiko. Balkissa Sadibou Chérif Haïdara. Après le district de Bamako et 6 régions administratives du Mali, c'est au tour de Caille de recevoir Salif Sanogo et Al-Fousseini Sidibé pour des échanges avec les hommes et femmes de médias autour du thème « Le journalisme sensible au conflit », un thème dont l'importance est capitale pour qui connaît l'évolution actuelle du monde et le rôle des hommes de médias dans l'apaisement du climat social. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde extrêmement compliqué, extrêmement difficile et extrêmement dangereux. Et il faut que nous, autres communicateurs, journalistes, animateurs, blogueurs, que nous puissions savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, pour ne pas exposer les populations et pour ne pas exposer notre cher pays qui est quelque part dans ce qu'on peut appeler une sorte d'œil de cyclone. Je demande aux participants une pleine participation et une assiduité à cette session que nous espérons qui ne sera pas la dernière. Mesurant l'envergure de ce projet de formation des journalistes, le directeur général de Toulouse, Daimond, promet une constance de la disponibilité de sa structure dans l'accompagnement de l'initiative. Nous sommes là simplement pour apporter ce que nous pouvons apporter à l'équilibre social, tant que ça doit aller dans le sens de l'apaisement, surtout les propos qui sortent de nos journalistes, dans leur collecte d'informations, dans leur obligation d'impartialité, s'il y a des personnes comme monsieur le directeur général, qui peuvent déjà donner des informations pour équilibrer ceci, bon, nous serons toujours à vos côtés. Je salue une fois de plus cette belle initiative qui va certainement vous permettre de mettre à jour vos compétences et donc de renforcer votre outil de défense face aux menaces du moment. Nous avons besoin de garde-fous. Notre meilleure protection
Je vous le dis avec la force de ma conviction personnelle, c'est vous, les médias, les journalistes. Outre le thème principal, le journalisme sensible au conflit, d'autres modules portant sur des thèmes tels que la sécurité pour le journaliste sur le terrain, la loi sur la cybercriminalité, les principes d'éthique et de déontologie, la collecte et le traitement de l'information, les fake news et deepfakes, ainsi que des exercices de diction, de prononciation et d'articulation seront partagés avec la vingtaine d'hommes et femmes de médias de la Cité des Rails. Le chef général de la tribu Kelansar, Abdul Majid Ag Mohamed Ahmed Dinasser, a été endeuillé par la perte tragique de certains de ses proches, un acte odieux qu'il condamne fermement et appelle les autorités compétentes à ouvrir une enquête judiciaire afin d'identifier les auteurs et les traquer devant la justice. Le chef général de la tribu Kelansar tient à lever tout équivoque. Cet acte barbare n'est en aucun cas l'œuvre des forces armées maliennes. Les FAMA, soutient-il, continuent de s'investir pour la sécurité et la stabilité du Mali. Le chef général de la tribu Kelansar présente ses condoléances à toutes les composantes de la grande tribu et prie pour le repos éternel de l'âme des disparus. Organisés en coordination d'associations depuis 2022, les Kunta et alliés viennent d'organiser une grande séance de prière et de bénédiction pour le retour de la paix au Mali. Une occasion également pour les Kunta d'introniser le grand khalife. Les temps forts de cette cérémonie avec Mohamed Nama Keïta. Journée de grande prière au Centre international des conférences de Bamako ce dimanche 15 décembre. Les familles Kunta et alliés venus de la Mauritanie, du Sénégal, du Maroc, de la Tunisie et un peu partout à travers le monde sont à Bamako afin de consolider leur union et formuler des prières pour le retour de la paix au Mali. Nous, association des Kunta et alliés, avons initié cette rencontre pour renforcer nos liens et faire des bénédictions pour le pays. Qu'Allah accepte nos prières et bénisse notre pays par la grâce du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pour la communauté musulmane du Mali qui s'est grandement mobilisée à ces rendez-vous des Kunta, au premier chef, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Chérif Ousmane Madani Aïdara, ce genre de rencontre est une des grandes recommandations de l'islam. Nous souhaitons la bienvenue aux Kunta et à tous les invités des marques. Nous leur demandons de formuler beaucoup de bénédictions pour notre pays et pour tous les musulmans à travers le monde. Le ministre en charge des questions religieuses apprécie l'initiative et rassure les organisateurs de l'accompagnement des plus hautes autorités. Vous êtes là pour une cause noble, pour une finalité qui est la paix, la convivialité, le vivre ensemble. Nous sommes là investis pour ça. Je vous exhorte, lors de votre rencontre, à prier très sérieusement pour le Mali, pour la paix. Le Mali vous sera au retour reconnaissant. Au cours de la journée de bénédiction, les participants ont intronisé Sidi Yaya Kunta dans les fauteuils du grand calife et la cordonnée de tous les Kunta. Allez, un peu de sport. Dans cette édition, Siragatou Sissi nous a rejoint pour l'actualité sportive. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Karijatou Kone. L'actualité brûlante, c'est la 4e journée de la phase des groupes des compétitions africaines des clubs. En Coupe de la Confédération, le stade malien de Bamako affronte en ce moment même les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane dans un match capital pour les Blancs. Oui, ça s'est passé au stade du 26 mars et le match est en cours. Les Marocains menaient 1-0 face au stade malien de Bamako. On voit un coup franc pour le stade malien de Bamako. Alors, en début d'après-midi, Stellenbosch d'Afrique du Sud, dans ce même groupe, a pris le meilleur 2-0 sur Club Desportivo da Sul d'Angola. En l'état actuel des choses, la Renaissance sportive de Berkane reste leader avec 12 points devant Stellenbosch, 6 points. Le stade malien de Bamako, 4 points. Et Club Desportivo da Sul, 1 point. La 5e et avant-dernière journée du groupe B verra le stade malien de Bamako se déplacer le 12 janvier en Afrique du Sud pour défier Stellenbosch.
Et une mauvaise nouvelle pour les supporters du Djoliba AC. En début d'après-midi, le Djoliba AC en Ligue des Champions en voyage à Luanda a été battu 1-0 par les Angolais de Sagrada. Oui, les rouges du Djoliba ont été punis 1-0 par Desportivo Sagrada Esperança. Les hommes du technicien Demba Mamadou Traoré ont remué ciel et terre sans succès. Cette défaite, la deuxième dans ce groupe D, compromet les chances de qualification du Djoliba AC en vue des quarts de finale. Cet après-midi, dans ce même groupe, Pyramide FC d'Égypte a triomphé 2-1 face à l'Espérance sportive de Tunis. Lors de la 5e et avant-dernière journée, le Djoliba reçoit le 12 janvier ici à Bamako l'Espérance sportive de Tunis. Le classement est le suivant après 4 journées. Première Espérance, 7 points plus 5. Deuxième Pyramide, 7 points plus 3. Troisième Sagrada, 5 points. Et quatrième Djoliba, c'est 2 points. Et un mot du championnat national professionnel de Ligue 1. Hier, en ouverture de la 6e journée, Binga FC s'était imposé 2-1 devant Lasco. Oui, c'était la première victoire de la saison des hommes du président Ousmane Sissé après 4 nuls consécutifs. Binga est troisième avec 7 points. Cette 6e journée se poursuit demain lundi avec les rencontres suivantes. FC Diara à feu, Union sportive de Bougouni ASRL et 11 créateurs de Nyarela USFAS. Et enfin, lancement à Bougouni des activités du sport de masse pour la diversité et la valorisation des activités dans cette région. L'honneur est revenu à la région de Bougouni d'abriter cette activité sportive présidée par le ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Cette initiative a permis aussi de faire connaître les disciplines peu pratiquées. Le point avec notre correspondant régional, Abdul Karim Konaté. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, une structure chargée de faire la promotion et la valorisation du sport au Mali, mais aussi promouvoir les disciplines sportives très peu pratiquées et méconnues. C'est dans cet esprit que le ministre en charge du département vient d'organiser cette journée du sport de masse dans la capitale du Bani Mounouché. L'initiative vise à créer de la cohésion sociale entre la population, mais aussi maintenir un esprit sain dans un corps sain. Depuis un moment, nous avons commencé les journées sportives tournantes. Nous le faisons dans plusieurs régions. Et je pense que pour cette nouvelle année, le gouverneur, sachant que c'est un homme de sport, qui aime beaucoup le sport, a dit que la nouvelle année doit commencer par lui. Et je pense que cette première sortie de cette marche sportive se fait à Bougouni déjà dans ce cadre-là. Nous en sommes très heureux parce qu'il y a une forte mobilisation. Cela montre aujourd'hui que Bougouni, c'est vraiment un lieu de sport. Cette journée de sport, à travers ce que vous voyez, nous pouvons dire aujourd'hui les objectifs visés sont déjà atteints. Il s'agit de la solidarité, la cohésion sociale, l'entraide, pour que nous puissions comprendre que nous devons cheminer ensemble, au coude à coude, en donnant la main, derrière la vision de notre leader, le président de la transition, chef de l'État, dans le cadre de la réalisation des objectifs du Malikoura. Cette marche organisée à l'occasion de la journée du sport de masse a pris son départ devant le gouvernorat de la région de Bougouni, passant par le grand marché jusqu'au rond-point Balazan avant de joindre le rond-point de la salle Sraba Togola et a pris fin au stade municipal Sagoromeri Djakté. J'avoue que tout ce que j'ai vu, ça m'a permis de voir l'ambiance autour de l'activité à Bougouni ici. Et je pense que la jeunesse aussi a pris part effectivement à l'activité. On ne peut que remercier les autorités en place. Rappelons que cette marche a pris fin par des exercices d'étirement et beaucoup d'autres disciplines sportives, telles que le volleyball, le handball, le maracana, le javelot, le basketball, entre autres. Le match stade malien de Bamako, Renaissance sportive de Berkane du Maroc, s'est achevé au stade du 26 mars il y a quelques minutes de cela, avec la victoire des Marocains 1-0. Le stade malien de Bamako peut nourrir de regrets. Tout à fait, Siragatou, et merci pour l'actualité sportive. Merci. Bon début de semaine à vous. Merci, vraiment. Le RTM en deuil, Mamadou Diallo Dizito, chauffeur à la retraite, est décédé ce dimanche des suites d'une courte maladie à l'âge de 64 ans. Ses obsèques ont eu lieu cet après-midi dans sa famille à Faladia Sokura. C'était en présence de ses anciens collègues, sa famille, des amis. Tous sont venus lui rendre un dernier hommage. Un reportage de Aliou Abdoulaye Touré dans nos éditions de demain. Bourema Alaï Touré, président du Conseil national de la société civile, nous a quittés hier samedi à l'âge de 68 ans. Ses obsèques ont eu lieu ce dimanche. Un dernier hommage lui a été rendu par la nation. Reportage à Youssouf Diakité, Idrissa Traoré et Sidiki Balo.
C'est sous des larmes inconsolables, voire intarissables, que familles, parents, amis, collaborateurs, un monde professionnel et la République durement éprouvée qui ont accompagné l'illustre disparu Bourema Alei Touré en sa dernière demeure. Ce dimanche 5 janvier 2025, le mot manquait pour qualifier les qualités humaines, professionnelles et sociales de l'homme. Papa était un homme de foi, un musulman exemplaire. Son humilité, sa patience et son dévouement étaient des phares qui guidaient sa vie. Toujours attentionné, il pensait à tout le monde et ses petits-enfants garderont dans leur mémoire ces instants précieux où il arrivait, sourire aux lèvres avec des bonbons ou du chocolat dans les poches. Tu as laissé une empreinte indélébile sur notre lieu de travail et dans nos rêves. Ta famille, tes proches, tes collègues et tous ceux qui t'ont aimé sont ici aujourd'hui pour te rendre hommage. Nous sommes là réunis en ce lieu pour te dire au revoir. Tu es parti avant nous bien trop tôt et tu nous rappelles qu'ici-bas notre vie est peu de choses. Bourema Alei Touré, faut-il le rappeler, est un acteur majeur du développement économique et social du Mali. Il a consacré une grande partie de sa vie au développement de notre pays, mettant ses compétences au service de la communauté. À travers son travail acharné, il a contribué à bâtir un Mali plus fort, plus unifié, plus solidaire. La présence des autorités ici est une parfaite illustration de l'engagement de Bourema Alei Touré pour la cause de la République. Aussi un homme de paix, parce que lorsqu'on fait référence au communiqué que nous avons fait lors des événements du 24 mai, après le recul, il m'a appelé et dit: Sako, notre pays est dans une situation difficile. Si nous, en tant que société civile, nous devons jouer notre rôle, essayer de perturber le gouvernement, de rendre difficile la tâche au gouvernement, nous allons rendre la tâche facile aux personnes qui sont en train de rendre difficile la tâche dans notre gouvernement. Donc nous allons avoir désormais deux principes. Et le premier principe, c'est le devoir de responsabilité, c'est-à-dire assumons nos responsabilités. Le deuxième principe, c'est le devoir de réserve. C'est par rapport à chaque choix d'activité, il faut qu'on sache si ça ne fait pas le bonheur de l'ennemi pour essayer d'embêter notre pays. Le Premier ministre m'a dit: Bourema Alei, en dehors des fonctions de président de la société civile, il a découvert un homme humble, un homme qui aime la nation, un homme qui aime travailler et un homme qui fait partie des hommes qu'il a rencontrés dans sa carrière professionnelle qui l'ont vraiment convaincu de leur loyauté vis-à-vis de la nation. Pour rendre un dernier hommage à notre frère, notre camarade, notre ami, Bourema Alei Touré, que la mort nous a arrachés. Ce fut un homme bon, un homme courtois, un homme de Dieu. Bourema Alei Touré, va en paix, toute la République te pleure. Et l'Association malienne de lutte contre le terrorisme, la drogue et le trafic des personnes en Afrique de l'Ouest, le réseau des jeunes des partis politiques du Mali, adresse ses condoléances à la famille du défunt et aux organisations de la société civile. Il salue le leadership, la sagesse et la vision de Bourema Alei Touré. Sa perte, disent-ils, laisse un vide immense, non seulement au sein de la société civile, mais aussi dans le pays tout entier. Que le Tout-Puissant les accueille dans son royaume éternel. Amen. Voilà l'essentiel de l'information de ce dimanche. Merci de votre fidélité à votre télévision nationale. Prenez soin de vous et de vos proches. Demain commence une nouvelle semaine. Entamons-la avec détermination. Nos grands-pères nous enseignent ce soir de remplacer nos pensées négatives par des pensées positives. Ainsi, nous obtiendrons des résultats positifs. Bonne fin de soirée à tous.